Alors, Christophe Quignon. Présent. Damien Guémori. Présent. Guillaume Courtois. Présent. Ghislaine Favori. Présent. Olivier Land. Présent. Aurélie Touchard. Présent. Sylvie Diabira. Présent. Martine Stocker. Présent. Bernard Leneuf. Pouvoir. Guillaume Courtois. Gérard Favori. Présent. Stéphane Paliden. Présent. Laetitia Maët. Présente. Nathalie Quignon. Emmanuel Loumet. Myriam Chemin. Le pouvoir Nathalie. Ouri Diabira. Présente. Xavier Gragnan, pardon. Stéphane Denard. Présent. Lumila Véral présente. Benjamin Land. Présent. Camille Pinès. Présente. Alain Kélior. Pouvoir. Alain Kélior, pouvoir. Jean-Luc Bibol. Pouvoir. Monique Mar. Présente. Élodie Thomas. Présente. Anan Anoukri. Pouvoir. Gérard Douillet. Présent. Jacques Huleux. Présent. Et Denis Robinet. Présent. Désignation du secrétaire de séance. Celui-là. Merci. Deuxième point, approbation du procès verbal du conseil municipal du 13 avril. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, tout le monde est pour. L'unanimité. Point 3. Autorisation au maire de signer un acte d'engagement relatif à la transmission dématérialisée des bulletins d'état civil à l'INSEE. C'est Aurélie qui s'y colle. Il vous est proposé d'autoriser le maire à signer une convention avec l'INSEE concernant la transmission des bulletins d'état civil. L'objectif est de moderniser les échanges et d'améliorer la rapidité de traitement et fiabilité des données. Cette convention n'a aucune incidence financière pour la commune. Question. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. La petite enfance, autorisation au maire de signer la convention tripartite d'objectifs et de financement 2026-2027 entre la CAF de Seine-et-Marne, la commune d'Émoraville et la société Eventia Babylou pour la crèche Les Enfants d'abord. C'est Louis Mila. Alors, la délibération qui vous est soumise. Ça salue. Voilà. C'est bon. La délibération qui vous est soumise aujourd'hui concerne l'approbation de la convention d'objectifs et de financement relative à l'établissement d'accueil du jeune enfant Babylou Monastère. Cette convention est conclue pour une période allant du 1er janvier 2026 au 31 août 2027. Elle permet la mobilisation de plusieurs financements de la branche famille, notamment des prestations de services uniques qui constituent le financement principal du fonctionnement de la structure, ainsi que des bonus complémentaires en faveur de l'inclusion du handicap et de la mixité sociale. Elle intègre également un bonus territoire lié à la Convention territoriale globale. À ce titre, 22 places sont soutenues financièrement pour un montant de 1 519,62 €. Ce financement est perçu par la collectivité conformément aux engagements contractuels existants et à l'équilibre du contrat de réservation de berceau. En contrepartie de ces finances, la gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des obligations réglementaires, à appliquer le barème national de la CNAF aux familles, à garantir l'accueil de tous les publics et à assurer une gestion financière conforme aux exigences de la CAF. La Convention prévoit par ailleurs des dispositifs de contrôle et le cas échéant des mesures de régularisation. Cette convention permet ainsi de sécuriser le financement de l'équipement tout en garantissant un service de qualité, accessible et conforme aux orientations de la politique petite enfance portée par la commune et ses partenaires. Très bien, merci. Des questions?
Qui est contre? Juste une remarque, pas directement concernant la petite enfance, mais par rapport à l'engagement de la CAF. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu en annexe 1 tout un diagnostic d'engagement avec la CAF qui me paraît très important. Alors il ne touche pas spécialement à la petite enfance, mais tout ce qui est les engagements et les encouragements de la CAF. Je le rappelle parce qu'il a une analyse sociologique de la population d'Emeranville qui me semble fort intéressante, mais ça concerne plus les logements ou les aides sociales que la petite enfance. Mais je tenais à le rappeler parce que pour une fois, il y a un engagement global qui a été signé et qui paraît intéressant. Merci. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Point 5, création d'un emploi de collaborateur de cabinet. Les collaborateurs de cabinet sont des agents recrutés librement pour l'autorité territoriale afin de l'assister dans la mise en œuvre des projets politiques durant le mandat selon son choix discrétionnaire. La notion d'emploi de cabinet renvoie aux fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l'activité politique de l'autorité territoriale et nécessitant un rapport de confiance particulièrement étroit entre cette dernière. Les collaborateurs du cabinet exercent plusieurs missions auprès de l'autorité territoriale. Assister, conseiller, reléguer et représenter l'autorité territoriale. Participer à l'élaboration de la stratégie de la collectivité et préparer les décisions de l'autorité territoriale. Assurer la liaison entre l'autorité territoriale et l'administration, les assemblées, les organes politiques compétents, ainsi que les organismes extérieurs, médias, associations, entreprises. Suivre les affaires politiques, notamment au niveau intercommunal et l'ensemble de la communication institutionnelle et politique. Nous avons décidé un indice de 90% de l'indice terminal du grade d'attaché principal. On pouvait aller autre, mais avec un montant brut annuel de 43 913 € maximum. Des questions? Oui. Monsieur Quignon, la délibération que vous venez de lire affirme que notre commune peut disposer d'un collaborateur de cabinet. Or, cette possibilité n'est pas clairement établie par les textes et repose au mieux sur une interprétation incertaine du cadre juridique. Le décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987 encadre les collaborateurs de cabinet, mais il ne précise pas explicitement dans quelles conditions une commune de notre strate peut en créer un. Cette question doit en outre être appréciée au regard du cadre plus large applicable aux collectivités territoriales. Dans ces conditions, la création d'un tel emploi dans une commune d'environ 8 000 habitants apparaît juridiquement incertaine et mériterait d'être sécurisée. D'autant que la délibération décrit des missions clairement politiques, stratégie, communication, suivi des affaires, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un emploi de cabinet au sens strict. Le fait de le qualifier de non permanent n'en change pas la nature. Par ailleurs, cette création de poste aura une incidence significative sur les dépenses de fonctionnement de la commune, notamment au regard du niveau de rémunération engagé ici, que vous avez envisagé. À ce stade, en articulation avec les équilibres budgétaires présentés, mériterait d'être explicite. Si des besoins existent, ce qui n'est pas contesté, des solutions peuvent être envisagées dans le cadre légal, notamment dans le renforcement des services, la clarification des missions du DGS ou encore la mobilisation des ressources existantes. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas voter cette délibération en responsabilité. Je vous remercie de votre écoute studieuse.
Je vous en prie. Écoutez, on n'est pas là pour polémiquer, juste une chose, il me semble que l'équipe majoritaire avant, on a eu une pendant 3 mandats. Elle était secrétaire. Dans le titre, elle s'est donné ce titre. Mais c'est exactement la même chose. Non, elle s'est donné ce titre, mais elle n'était pas du tout collaboratrice de cabinet. Vous auriez pu le dénoncer à l'époque. Ce n'était pas le cas, vous pouvez le vérifier. Vous parlez de Madame Maillet, on peut en parler quand même, donner son nom. Vous insinuez que c'est Madame Maillet. C'est vous qui étiez à l'époque adjoint au maire, il me semble. Et alors, c'est pas moi qui décide? Non mais, Bon. c'est juste un petit Attention. point. Vous êtes contre, dites attention. Contre. 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 Voilà, faut juste lever la main, c'est tout. Merci. À la majorité. Finance, approbation du compte financier unique 2025. Emmanuel va prendre la parole. Je vais vous faire lecture du compte financier unique 2025. Section de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, budget 2025 et les décisions modificatives prévues à 13 607 853 €, pour un réalisé de 13 152 695,73 €, soit un pourcentage de réalisation de 96,66%. Quant aux recettes de fonctionnement, budget 2025 et les décisions modificatives évaluées à 13 607 853 €, réalisé 14 150 476,81 €, ce qui apporte un pourcentage de réalisation de 103,99%. En synthèse, sur la section de fonctionnement, les dépenses contenues à 96,34% de réalisation, dépenses réelles de fonctionnement bien entendu, notamment minorées par 165 000 € de factures bloquées pour les crèches dont le service a réellement été fait en 2025. Je vais juste rajouter que les 165 000 € étaient bloqués en 2025, mais qu'il va falloir les débloquer en 2026. Donc c'est une somme qu'on aura en moins sur Tout à fait. sur 2026. Concernant les dépenses de personnel, à 97,95% de réalisation des dépenses envisagées, représentant plus 1,1% par rapport à celles réalisées de 2024, malgré la hausse des taux de cotisation retraite de 3%, décision de l'État, dépenses supplémentaires de 90 000 € prises en compte au budget prévisionnel. Les autres charges de gestion courante, subventions, indemnités, sont constantes et les charges financières en baisse, suite à une renégociation de 3 emprunts à taux variable vers un passage à taux fixe, ce qui a fait baisser la charge d'interne. Concernant les recettes de fonctionnement, elles ont dépassé les prévisions. Produits de service, 107%. Impôts et taxes, 102,3%. Autres produits de gestion courante, 225%. Ces derniers correspondent au titre de recettes émis envers le titulaire de la DSP de la crèche Les Jeunes Pousses pour non-respect des clauses du marché. Ces produits s'élèvent et ces titres à 685 000 € titrés mais non encaissés à fin 2025. Titrés en fin d'année 2025. Pour information, C'est pas 2028. Vous faites le nécessaire. Alors, faire le nécessaire, oui. La capacité à recouvrir cette somme qui couvre des titres depuis 2022, il me semble, risque d'être, depuis le début de la DSP, risque d'être compliqué au regard des règles du droit commercial, déjà, et de la prescription potentielle de certaines créances. Cela sera prévu, ne vous inquiétez pas. Mais on va faire le nécessaire, ne vous inquiétez pas pour tous les émeurs avillois. Merci bien. Mais il y a un très grand risque qu'on se voit opposer une prescription. On en reparlera. On verra bien. Madame Ma, vous On êtes en pas d'accord, reparlera. mais pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 2020? Si l'autorité de tutelle même a demandé d'inscrire ce montant, ça veut dire qu'il sait que ça va être recouvré.
Ah non, Madame Ma, je peux vous dire que c'est pas parce qu'on facture qu'on est sûr d'être couvré. Ça serait beaucoup, parce que franchement... Parce que nous avons engagé les procédures qui sont en cours, sauf si vous les laissez tomber. Le tout, c'est, voilà, exactement. Le tout, c'est de continuer les procédures. Mais On a déjà gagné une grande partie de cette procédure, il faut la finaliser. Quoi qu'il arrive, de toutes les manières, on doit récupérer pour les Émerauvillois cette somme. Monsieur Bigol, pour l'instant, procédure engagée, pas engagée, peu importe. Ce qui en apparaît, c'est que ces titres ont été facturés fin 2025 et aucunement auparavant. Et qu'à ce jour, nous sommes fin avril et qu'il n'y a pas un centime qui est arrivé dans les comptes de la mairie. Ça, c'est une réalité. La suite, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais pour l'instant, dire qu'une recette titrée est une recette forcément encaissée à terme, c'est un leurre. Je suis désolé de vous le dire, c'est l'avis de toute collectivité ou entreprise au quotidien, et bien nombre d'entreprises ou de collectivités peuvent le prouver aujourd'hui. Donc on ne peut pas affirmer une telle concordance entre je titre, je facture et j'encaisse. Il y a plein de choses entre les deux, c'est la réalité. Mais on fera le nécessaire, vous inquiétez pas. Merci. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de procédure. Donc arrêtez de dire. Si. Il y a une procédure. Alors, il peut y avoir des papiers que vous n'avez pas. Donnez les preuves, il n'y a pas de procédure. Nous vous les donnerons. Alors, je vais vous les produire. Je vais vous les produire, il n'y a aucun souci. Mais seulement, il faudra continuer la procédure. Il ne faudra pas s'arrêter là, comme vous avez fait pour Kingston. Qu'on soit bien clair, la Kingston, vous avez arrêté la procédure. Arrêtez de mélanger. On va pas mélanger, on va continuer sur le CFU. Attendez, si vous le voulez, je passe le micro au service financier qui va vous dire clairement qu'il n'y a pas du tout de procédure. Parce que c'est bien vous de mentir. Par rapport aux titres qui ont été émis fin 2025, en fait, tout dépend ce qu'on entend par procédure. Mais en tout cas, il y a juste eu un titrage des berceaux manquants et des travaux soi-disant non réalisés dans le cadre de la BSP. Mais en tant que tel, il n'y a pas de procédure contentieuse qui a été émise. Il y a juste eu un titre de recette qui est parti, comme ça se fait pour tous les titres de recettes de toute l'année. Non, là, je parlais de Kingston. Tout d'un coup, vous changez de sujet. Vous mélangez tout. On parlait pas de téléphone, mais je vais continuer après cette précision fort importante du service financier de la ville. Excuse-moi Emmanuel, j'avais juste une petite Pardon, vas-y. remarque à faire aussi. Quand il y avait eu les DSP, je crois que j'avais déjà alerté à plusieurs reprises que c'était délicat, que ces entreprises qui ont été retenues avaient de lourds passifs et qu'il fallait observer faire des contrôles annuels réguliers si vous vouliez que tout soit nickel. Apparemment, il n'y a pas eu de contrôle annuel pendant cette DSP. C'est pour ça qu'on en arrive là. La procédure qui est en cours, nous vous en donnerons la preuve. Peut-être qu'elle n'est pas là, mais il y a une procédure que nous souhaitons qu'elle soit poursuivie. On va continuer sur le CFU. Section d'investissement. Budget 2025 plus les décisions modificatives prévues à 5 078 520,27 €, à réaliser de 2 894 375,21 €, soit 56,99%. Des recettes d'investissement prévues au budget 2025 pour des décisions modificatives, bien entendu, à 5 078 520,27 €, à réaliser de 3 431 515,58 €, soit 67,57% des recettes budgétées. En synthèse, sur la section d'investissement, des dépenses d'équipement engagées pour 1,7 million d'euros, notamment 241 635 € sur la transformation de la halte garderie, 230 107 € pour la refonte du système informatique,
187 889 euros pour des travaux de voirie, 160 540 euros pour des travaux dans les logements. Concernant les recettes d'investissement, elles sont en hausse sur l'exercice pour 67,57% contre 44% en 2024 et 38% en 2023. Cette hausse a été faite grâce à la mobilisation de 732 990 euros de recettes de subventions obtenues sur les 2 derniers exercices. La plupart de ces subventions ou de ces recettes sont en reste à réaliser à ce jour. Donc, nous n'avons pas encore eu les sous. Ceci étant, mais ça va arriver, forcément. Elles sont signées, ne vous inquiétez pas, elles vont arriver. Mais à ce jour, elles ne le sont pas. Oui, oui, bien sûr, on est d'accord. Mais je précise que la trésorerie ne les a pas encore perçues, c'est tout. Mais elles vont arriver. Concernant l'augmentation du chapitre 16 en 2025, donc c'est le chapitre des emprunts, ça correspond à la renégociation décidément, de 3 emprunts effectués sur l'année pour un montant de 551 941,60 euros. L'opération est neutralisée en dépenses et en recettes. Tout ceci nous amène au global de l'exercice 2025. Résultat de fonctionnement. Excédent de fonctionnement dégagé en 2025, 997 781,08 euros, qui, cumulé au résultat antérieur, viendrait à abonder le budget 2026 à hauteur de 1 415 408,31 euros. Cependant, sans l'inscription des titres de recettes des crèches en fin d'année 2025 pour 685 000 euros et en intégrant les factures bloquées des crèches pour 165 000 euros, l'excédent de fonctionnement passe de 997 781,08 euros à 147 192,84 euros. Ceci amènerait à un résultat de fonctionnement passant de 1 415 408,31 euros à 564 820,07 euros. Concernant les investissements, résultat des investissements, il présente un déficit de 1 134 061,76 euros à fin 2024, ramené à 596 921,39 euros à fin 2025. Le solde des restes à réaliser est positif, 673 942,38 euros, comprenant 334 463,13 euros en dépenses et 1 405,51 euros en recettes, dont un nouvel emprunt de 500 000 euros et le reste en subvention notifiée. L'emprunt ayant été contracté en fin d'année 2025 et perçu début 2026, pour être plus complet. D'où un solde d'exécution d'investissement positif après la reprise des restes à réaliser de 77 020,99 euros. Mais 250 503 euros ont été réalisés en 2025 et facturés en 2026, afin d'avancer les réalisations et ou d'améliorer le résultat de la section d'investissement. Il s'agit d'aménagements paysagers du rond-point du Papillon et de la plaine de jeu, du passage en LED du tunnel de la gare, des travaux dans le logement du gymnase Jacques Anquetil. Intégrés sur l'exercice sur lequel ces dépenses auraient dû être réalisées, nous arrivons à des dépenses pour un déficit d'investissement qui passe de moins 596 921,39 euros à moins 847 424,39 euros et un solde d'exécution qui passe de plus 77 020,99 euros à moins 173 482,01 euros. Résultat de l'exercice 2025. Totaux cumulés 17 515 595,83 euros en dépenses pour 19 008 025,13 euros en recettes, d'où un résultat d'exercice de 1 492 429,30 euros. Mais il faut avoir également conscience des
Titres inscrits en recettes mais non perçus à ce jour et dont il existe vraiment une incertitude sur le recouvrement de la recette. Nous en avons abordé le sujet. De factures bloquées alors que le service a été fait, donc seront à payer. Il s'agit des 165 000. De dépenses d'investissement réalisées en 2025 mais non payées et non inscrites en reste à réaliser qui viennent automatiquement impacter le budget primitif 2026. Cumulé, ces conditions conduiraient à un résultat d'exercice de 391 338,06 €. Voilà pour la présentation de ce compte financier unique qui fusionne ce qui était traditionnellement présenté dans le compte administratif de l'ordonnateur, donc du maire, et le compte de gestion du comptable public. Y a-t-il des remarques, des questions? Une seule remarque, le but est de faire peur aux Émerainvillois, mais puisque ce budget, il est le nôtre, nous allons, ce compte financier unique, nous allons le voter parce que nous avons laissé, pas une ardoise comme vous le dites, mais des moyens pour pouvoir travailler. On le vote. Nous n'avons pas voulu faire peur aux Émerainvillois, nous avons juste voulu remettre les choses dans le cadre qu'elles auraient dû être. Il n'y a rien inventé, hein. Tout est dans les chiffres, dans les Il faut le finir. Excusez-moi, est-ce que... Déjà, M. Bivol, il va falloir prendre un c'est de demander la parole pour parler. Mais non, on parlait toujours avant. Bonsoir tout le monde. Alors pour ce vote-là, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention à l'unanimité. Merci. Non, à la majorité. À la majorité. Information. Nous allons passer donc à l'affectation du résultat du compte financier unique 2025. Monsieur le maire, s'il vous plaît, juste une petite question là, concernant le vote. On n'a pas compris là, l'abstention. Vous demandez un vote sur le CFU? Le CFU, c'est 2025. Ah, 2025, d'accord, non, oui, je n'ai pas bien entendu. Dans le budget, on va voter. Monsieur Robinet, vous n'avez pas demandé la parole. Ah si, elle a levé la main. Toujours pas. Donc le conseil municipal a arrêté les comptes de l'exercice 2025 en adoptant le compte financier unique qui fait apparaître en section de fonctionnement un résultat excédent de la section de fonctionnement de 1 415 408,31 €. En section d'investissement, un solde d'exécution négatif déficit de la section d'investissement de 596 921,39 €, un solde des restes à réaliser positif de 673 942,38 €, reste à réaliser en dépenses 334 463,13 €, reste à réaliser en recettes 1 8 405,51 €. Soit un solde d'exécution net de l'investissement après reprise des restes à réaliser 77 020,99 €. Proposition d'affectation du résultat. Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par le conseil municipal, soit en capitalisation à titre exceptionnel pour assurer le financement de la section d'investissement, en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement. Il est donc proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2025 selon la façon suivante: en
Distribution, pardon, il y a vote des taux de fiscalité locale 2026. Conformément à la loi numéro 80-10 du 10 janvier 1980, le conseil municipal fixe chaque année les taux de fiscalité directe locale qui sont appliqués aux bases déterminées par les services de direction régionale des dépenses publiques. Le produit obtenu constitue la recette fiscale directe de la collectivité. Il est rappelé que plus aucun foyer ne paye la taxe d'habitation sur sa résidence principale depuis 2023. La taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants. Le conseil municipal fixe donc le taux des taxes directes locales suivant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. À la suite de la réforme de la taxe d'habitation, les communes ont bénéficié de transferts de taux du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Malgré un contexte économique incertain pour les collectivités et afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants de la commune, il est proposé au conseil municipal de maintenir constants les taux des taxes directes locales. Nous proposons donc de rester à l'identique de 2025, c'est la taxe sur le foncier bâti 64,27%, taxe sur le foncier non bâti 53,93%, sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 9,90%. Questions ? Oui, il y a une observation que j'avais fait déjà en son temps sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On a vu dans certaines communes des nombres de résidences principales passer en résidences secondaires dues aux taxes qui sont inférieures pour les résidences secondaires. Vous ne craignez pas que ça puisse se passer, vu que beaucoup de résidences principales... Je pense qu'on n'en a pas beaucoup. Cet après-midi, j'en ai vraiment très peu. Mais c'est à surveiller et je pense que c'est aussi à contrôler. Il faut que ça dure quand même. Ça à contrôler. Merci. Qui est contre? Abstention. Deux abstentions? Oui. Okay. Délibération suivante, l'attribution des subventions 2026 aux associations et aux CCAS. Donc, comme tous les ans, nous avons reçu les associations. Donc, je vais juste lister les subventions proposées, enfin, qui vont être allouées aux associations. Donc, pour le Football Club et Morinville, une somme allouée de 16 000 €. Association sportive des Morinville, 32 000 €. Cyclo-club et Morinville-Malnou, 2 500 €. Union multisport de Ponto-Combo, section basket, 2 000 €. Aikido traditionnel, 700 €. Amis tireurs sportifs de Marne-la-Vallée, 2 250 €. Et Morinville-Malnou tennis club, un nouveau... quelqu'un qui va reprendre le club de tennis et le remettre sur pied. On lui a mis 700 €. Élite Futsal et Morinville, 2400 €. Si nous avons les documents comptables de N-1, 2025. Et Morinville Footnet Club pour 1 000 €. Union nationale des combattants pour 2 600 €. Souvenir français pour 400 €. AM pour 200 € et l'EPI pour 500 €. Je rajoute juste que Bong Academy n'a pas eu de subvention, parce qu'elle ne voulait pas de subvention. Par contre, elle voulait absolument qu'on lui installe des sacs de frappe parce que c'est une association qui se développe et nous allons accepter de les aider en mettant des sacs de frappe à Antillon. Oui, une petite question. On ne retrouve pas les mêmes noms d'associations par rapport à l'année dernière. On a vu qui avaient disparu.
d'autres qui apparaissent. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas suscité de demande de subvention qu'on les retrouve pas? Ou est-ce qu'elles sont dissoutes? Alors, en fait, quand nous sommes arrivés, il y avait déjà eu le lancement d'appels aux associations. Et donc, on n'a même pas choisi une date, c'est pas nous qui avions convoqué les associations. Donc, on a eu une journée, on a eu toutes les associations qui ont répondu et qui voulaient une subvention. D'accord, merci. Après, s'il y a d'autres associations qui... Voilà, il y a eu un loupé parce qu'il y a eu ce passage, enfin ce changement d'équipe, on étudiera. Oui, c'était juste pour faire le comparatif par rapport à l'année passée. Ouais. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Oui, j'ai oublié de dire donc le CCAS 35 990 € et les coopérations et l'école pour 1910 €. Convention d'objectifs et de moyens entre la ville d'Hénoraville et l'association sportive d'Hénoraville. En fait, c'est une convention qu'on est obligé de signer pour l'association sportive d'Hénoraville, l'ASE. C'est une obligation dès l'instant qu'on dépasse 23 000 € de subvention. C'est une obligation. Et la convention derrière. Qui est contre? Abstention? Non. Une observation, s'il vous plaît. Effectivement, suivant ce chiffre, vous êtes obligé de faire une convention, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire une convention aussi pour les autres associations, dépendamment du chiffre? Est-ce que l'ASE, par exemple, pourra donner des indemnités à ses dirigeants, comme elle l'a fait dans le passé, ou pas? Des dirigeants de l'ASE, il faut demander à Bernard Lemain. Il y a eu des années où les dirigeants de l'ASE qui étaient défrayés, tout en étant adjoints à la mairie d'ailleurs, et j'ai toujours trouvé ça un peu difficile à accepter. Donc une convention d'objectifs permet effectivement de réguler l'ASE, une convention dans ce cadre-là, c'est signé, mais ça peut se répéter sur d'autres associations. Et ça permet de donner un cadre à l'ensemble des associations que la mairie aide au fonctionnement. C'est mon avis. Je pense qu'on le rend obligatoire à partir du moment où on dépasse les 23 000 €, donc c'est déjà pas des petites associations déjà. Quel est l'intérêt pour les petites associations? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les subventions, pour accepter les subventions, effectivement, on demande les documents comptables N-1, ce qui est normal. Après, une convention, je sais pas. Bon, c'est à voir. On a voté, je crois. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Nous passons au vote du budget collectif 2026. Sur la section de fonctionnement, vous voyez un BP 2025 qui était à 13 607 853 €. Nous avons proposé un BP 2026 à 14 959 412 € avec une évolution de 9,9%. En dépenses, nous avons été obligés d'intégrer une dépense en annulation de titres sur l'exercice antérieur, 673, de plus de 685 000 € correspondant au titre émis pour la DSP de la crèche des jeunes pousses en 2025 en charge exceptionnelle, chapitre 67. Hausse des dépenses du personnel, on dit envisagé à 2,85%, qui correspond à 205 000 €, comprenant la nouvelle hausse de 3% décidée par l'État et la CNRACL de la seconde année consécutive 90 000 €.
Progression des charges à caractère général plus 5,83%, qui représente une somme de 271 000 euros. Charges liées à l'ouverture de la petite crèche, à la régularisation de mandats concernant les DSP des crèches, 165 000 de factures 2025 bloquées, à la maintenance annuelle de notre nouveau système informatique, 245 000 euros pour l'année contre 122 000 euros en 2025. Les montants, tout est déjà lancé, hein, donc on ne peut absolument rien faire. La hausse des amortissements de plus de 10%, qui correspond à une somme de 122 000 euros. La poursuite de la capitalisation en provision pour risque concernant le litige Pilos, 50 000 euros en 2026. Le montant totalement provisionné passera donc de 280 000 euros à 330 000 euros, un montant vraiment dérisoire par rapport à ce qui risque de nous arriver. Près des 2 tiers de la hausse entre 2025 et 2026 est liée en problématique au DSP des crèches. Concernant les recettes, maintien du taux de fiscalité à la valeur de 2025 avec une légère revalorisation des bases, 7 510 000 euros, légère revalorisation hors commune, et maintien de l'attribution de compensation de la CAPVM, 1 982 388 euros, conduisant à une progression de 1,34% du chapitre 73. Nous avons intégré la recette d'indemnisation assurantielle concernant le litige de malfaçon des travaux de l'espace Guidru à hauteur de 550 000 euros. Mais je ne sais pas non plus réellement si cette somme-là, nous allons l'avoir vu le problème que nous avons sur ce dossier, ayant pour conséquence de faire fortement progresser le chapitre 70, produits de services. Je pourrais expliquer juste après si vous êtes intéressé. En conclusion de la section de fonctionnement, l'intégralité d'annulation des titres de recettes à hauteur de 685 000 euros et de factures de 2025 non payées à hauteur de 165 000 euros. Concernant les crèches, explique 62% de hausse de dépenses de fonctionnement entre 2025 et 2026, 850 000 euros pour une hausse de 1 352 000 euros. Concernant la section d'investissement, ABP plus DM 2025 à hauteur de 5 078 520 pour ABP 2026 de 4 311 045 euros. Une évolution de moins 15,1%. Reste à réaliser, on a 334 463 euros en dépenses, travaux débutés ou engagés en 2025 et non achevés en 2025. 1 8 405 en recettes, nouvel emprunt de 500 000 euros débloqué en février 2026, juste avant les élections. 508 405 euros de subventions notifiées. En dépenses, le remboursement du capital pour 733 000 euros, les dépenses d'équipement à hauteur de 2 84 000 contre 2 62 000 en 2025, notamment 120 000 euros maison de santé pluridisciplinaire à la salle Gavroche, subvention, nous avons les subventions. 180 000 euros passage LED de l'éclairage public, dernière tranche, subvention 1 000 euros. 107 000 euros transformation de la halte garderie en petite crèche, nous avons les subventions. 740 000 euros travaux de reprise de Guidru liés à l'indemnisation d'assurance, chose que l'on ne pourra pas mettre en route de suite tant que nous ne sommes pas sûrs que les travaux seront pris en charge. Parce que nous avons appris que le sous-traitant qui avait fait les travaux n'était pas déclaré. Bravo. 171 000 euros travaux de voirie. Stop, pardon. Les assurances. Il est bien assuré, celui qui a fait les travaux, il me semble. Nous avons nous-mêmes une assurance qui intervient, M. Client. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Maintenant, on ne peut pas contrôler n'importe qui. Non, mais déjà, je demandais la parole, s'il vous plaît, parce que ça commence à faire. Mais comment pouvez-vous tenir responsable une municipalité si une entreprise n'est pas déclarée? Comment est-ce qu'on va contrôler les sous-traitants? Un sous-traitant en plus. Un sous-traitant qui travaille
pour une ville qui va déclarer. C'est pas la mairie. Écoutez, Nous, on a pris une entreprise à sous-traiter. vous pouvez demander la parole si Je peux continuer? On a pris une entreprise. Attendez. Vous avez pris la société STD Construction. Vous êtes tous d'accord? Oui. STD Construction a sous-traité une bonne partie des travaux. Ce sous-traitant n'était pas déclaré. Je suis désolé, c'est une obligation des marchés publics. Point. Mais je suis d'accord avec vous, mais voilà. La société qui a pris les travaux, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, je ne vais pas vous contredire, je ne sais pas. Là, on le sait à l'heure actuelle. Mais l'entreprise était assurée, et son assurance, elle optait pour payer les travaux. De l'assurance n'était pas déclaré, c'est pas possible. Mais on ne peut pas contrôler tous les gens qui travaillent dans toutes les entreprises. On va voir si vous allez le faire. J'ai rigolé. Juste une chose, l'assurance est un droit, est une obligation. Maintenant, le contrôle de l'ensemble de la chaîne d'opérationnel sur un chantier, comme n'importe quelle prestation de service, c'est au donneur d'ordre de s'assurer que l'ensemble des prestataires, et le donneur d'ordre, c'est celui qui engage le marché. Celui qui engage le marché, c'est la mairie, c'est une entreprise. À partir du moment où l'ensemble des donneurs d'ordre, l'ensemble des sous-traitants, quelle que soit leur chaîne dans les travaux, ne sont pas déclarés, il y a faute. Ni plus, ni moins. C'est du droit. Faute de donneur d'ordre principal, madame. Cela vaut aussi pour le travail légal. Le travail légal sur un chantier Bouygues, c'est Bouygues qui est responsable. Et dites pas non, parce que je sais très bien de quoi je parle sur ce sujet-là, madame. Voilà. Je voulais juste préciser que c'est la tête qui est responsable et pas celui qui a sous-traité. Donc je les équipements, 175 000 travaux de voirie, rue de Traité de Rome et du Crocodile, Rose, 235 000 € fin de rénovation du système informatique, c'est pour 2 ans, 100 000 € de travaux dans les logements, 33 250 € de réparation d'ascenseur de l'espace Villon, qui suis en panne depuis je ne sais pas combien d'années, mais il faut bien le réparer un jour. 19 000 € remise en état du City Stade du Bourg, 37 202 € de reprise d'étanchéité au stade qui a été à l'abandon pendant quelques années, du groupe scolaire Bois d'Emery, 26 109 € de travaux sur les réseaux de vidéoprotection, auxquels on vient d'ajouter les 250 503 € qui ont été réalisés en 2025 et facturés en 2026. D'ailleurs, ce sont 717 000 € au total qui avaient été engagés en investissement, hors reste à réaliser, et remboursement du capital de la dette avant même les élections municipales pour l'année 2026. En recette, un excédent de fonctionnement capitalisé de 248 262,31 €, un emprunt d'équilibre à 1 249 638 € contre 1 289 430 € en 2025, des recettes d'investissement issues de subventions ont continué d'arriver en 2026 et à hauteur de 296 000 €, en plus des 508 405 € déjà présents en reste à réaliser. Au global, sur le BP 2026, vous avez une section de fonctionnement à hauteur de 14 959 412 €, en section d'investissement 4 311 045 €, soit un budget primitif total de 19 270 467. Avez-vous des questions? Des remarques? Oui. Je voudrais dire merci à l'ancienne municipalité pour les comptes. Je voudrais dire merci à l'ancienne municipalité pour les comptes 2025 qui font apparaître un résultat positif de 1 167 146 avec un excédent reporté positif de 248 262 et 31 centimes, ce qui, compte tenu d'un déficit d'investissement de 596 921,39, donne un résultat reportable toujours positif de 818 486 et 92 centimes.
Les chiffres sont repris dans les comptes, mais contestés par la majorité actuelle. Vous nous demandez de voter pour des comptes dont vous-même vous doutez de la véracité. Cela est évidemment impossible et une provision qui aurait pu sans doute être inscrite afin de rester dans vos certitudes. On a quelques questions. La première, d'abord, c'est, avant la question, c'est une remarque. C'est ce cabinet, cet emploi. Je voudrais revenir sur l'emploi collaborateur avec un salaire qui dépasse l'entendement, 72 832 euros. Plus les charges, plus les autres avantages qui s'y ajouteront. L'état de la dette prévu en 2025, je suis au budget, c'est parce que ça fait partie du budget que nous allons voter puisqu'il y a ce salaire qui est compris. Prévu en 2025, 1 289 430, dont 500 000 dont vous avez parlé n'ont pas été réalisés. Prévu en 2026, 1 245 808. L'augmentation de la dette est évidente alors que l'opposition, dans l'opposition, vous la considériez comme monstrueuse. Je reviens là. Les produits de services passent de 689 030 en 2025 à 1 470 452 en 2026. Il s'agit de redevances pour services publics, sportifs. Monsieur Kellior a demandé au service financier des explications orales, mais il faut les demander par écrit et il l'a fait le jour même, il attend les réponses. C'est surtout qu'il faut venir en commission. À l'inverse, il s'est excusé, il n'est pas venu. À l'inverse, les charges spécifiques qui s'élevaient en 2025 à 745 euros passent à 685 775. Puis, les provisions qui sont proposées ici sont identiques à celles de 2025, alors que l'opposition, quand vous étiez dans l'opposition, vous critiquiez ce chiffre en criant qu'il était insuffisant. Le poste énergie a diminué de 70 000. Merci qui? Merci à l'équipe sortante. Les montants consacrés au contrat de prestation de services ont augmenté, alors que dans l'opposition, vous avez déclaré que vous désiriez en supprimer une grande partie pour embaucher le personnel. Les honoraires, ils ont augmenté de 40 000 euros, alors qu'un de vos reproches principaux, quand vous étiez dans l'opposition, était leur coût exorbitant. Mais en 2025, ils représentaient 0,66% de nos frais de fonctionnement seulement. Évidemment, nous pourrions poursuivre notre analyse compte par compte, notamment sur les frais de personnel et l'embauche du collaborateur de cabinet, alors que l'embauche d'un DGS n'est pas à l'ordre du jour. Je voudrais terminer en disant que ce choix aberrant prouve l'abandon de la gestion communale pour sans doute des raisons politiques et de carrière personnelle. En un mot, nous ne pouvons pas voter un tel budget qui nous pose de nombreuses questions. Merci encore de votre studieuse écoute. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait 1 heure qu'on parle, ça fait 1 heure qu'on explique le pourquoi du comment on est obligé d'augmenter le budget 2026, et là vous êtes en train de nous dire que c'est nous qui sommes responsables. Ah, bravo. Bidouillage. Non, bravo. Bidouillage. Bravo, j'irai pas. Monsieur le maire et toute l'équipe, je suis pas souvent dans l'émotion, mais là je suis consterné par les comptes qui apparaissent et surtout les façons de faire. On imaginait, on est resté dans l'opposition, mais on imaginait déjà, mandat précédent, qu'il y avait des, je dirais pas des manipulations, mais des présentations qui n'étaient pas franches ou pas suffisamment explicites. Effectivement, ça s'explique. Donc je regrette effectivement tout ce qui se passe là, qui est votre héritage. Mais malgré ça, quand même, la situation de la ville n'est pas la catastrophe. On a un endettement qui peut se corriger en 3 ans et 7 mois. Donc même si vos réserves, je les comprends très bien, vos interrogations aussi, je pense quand même qu'il y a un investissement sur les économies d'énergie qui est à faire
très vite dans le temps, parce qu'au plus vite on aura fait ces investissements, au plus vite on dépensera beaucoup moins. Je pense effectivement que vous aviez la marge de prendre le risque d'un emprunt en cours de route, mais d'avoir des investissements pour des économies dès l'année prochaine qui auraient pu se faire. Voilà, et politiquement, donc, nous abstiendrons sur cette proposition. Je vous remercie. Quand on fait le cumul, pour juste terminer, quand on fait le cumul de tout ce qui a été réalisé, pas terminé et reconduit en 2026, plus toutes les choses, les travaux, peut-être qu'on n'aura pas les assurances, peut-être que Babylou on n'aura pas, on arrive déjà à 2,5 millions. Et sans parler de Pylos, parce que j'en avais parlé tout à l'heure, Pylos est passé au Conseil d'État pour la 2e fois. Elle était passée il y a plus d'un an et demi. Et en fait, ce qui ressortait, c'est qu'il fallait absolument que l'équipe majoritaire trouve une solution d'enlever les terres aux frais de la commune, mais avec ses propres moyens. Ça n'a pas été fait. C'est donc repassé à la demande du propriétaire du terrain au Conseil d'État. C'est passé il y a à peine 2 semaines. Donc on attend l'arrêté, mais on a un retour des avocats qui ont été missionnés par l'équipe majoritaire. Et on arrive à une somme de 4,5 millions. Voilà. Là, c'est pas n'importe quoi, madame. Arrêtez de dire à chaque fois, c'est pas n'importe quoi. Sincèrement, on a passé 3 heures cet après-midi avec le trésorier public de Chelles, donc ça veut dire qu'il lui aussi dit n'importe quoi. Non, mais vous souriez, mais franchement, vous mettez en péril la ville et c'est vraiment absurde, votre comportement. Vous permettez, M. Pignon? Oui, mais c'est pour encore dire... Je vais encore dire la même chose. Pylos, c'était à l'époque où vous étiez quoi? Pylos, c'était à l'époque où M. Guillaume Courtois était quoi? Oui, ça c'est la version de M. Kélior. C'est pas la version Kélior, c'est la vérité. Il y a un policier municipal qui a été condamné, qui était sous les ordres de M. Guillaume Courtois. Il y a beaucoup de choses dont on en parlera. Bon, alors. Monsieur Kélior, il était quoi? Monsieur Kélior était maire, et je vais vous expliquer, puisque vous voulez que tout le monde soit au courant réellement de l'histoire, parce qu'en fait, moi je la connais par cœur, l'histoire. D'accord? L'histoire, c'est qu'un jour, il y avait des gens du voyage qui étaient, il y avait 2-3 personnes qui étaient sur le terrain. Effectivement, il fallait mettre de la sécurité sur ce bâtiment, sur ce terrain, parce qu'en fait, Uber, la société qui était en place, a souhaité aller à Ferrières, s'implanter à Ferrières. Elle a démoli la partie visible, mais a laissé dans le sous-sol tous les frigos, les chambres froides. Sans toit, c'était très dangereux, et c'est là que la police municipale est intervenue. Et effectivement, il y a eu on a averti le propriétaire du terrain. Ça, jusque-là, on est d'accord. Ensuite, il y a, je pense que vous étiez déjà arrivé au bureau municipal. Dans les bureaux municipaux, on a demandé clairement à M. Kélior pourquoi il y avait autant de camions qui arrivaient avec des terres. Je pense que personne ne peut me contredire là-dessus. M. Kélior a dit dans un premier temps qu'il ne savait pas. Or, on a su qu'il y avait une convention qui avait été signée entre lui et le propriétaire du terrain. Sur cette convention, j'en ai une copie, donc je peux vous en faire une copie un peu avant. Que disait la convention? Vous n'avez pas toute la... Qu'est-ce que stipulait la convention? Dans la convention, il stipulait qu'il accorde une sécurité du terrain avec des barrières de chantier. C'est pas vraiment ce qu'on a. Qui est-ce qui a transporté les terres? Qui est-ce qui était chargé du transport des terres? Il n'y a rien qui a été signé. La convention a été signée. Qui a ordonné? Qui a été chercher les terres de France Pierre? Qui a été les chercher? C'est pas nous. Hein. C'est pas M. Courtois?
La pris, ça remonte tous les jours et là, Et il y a un policier qui était sous vos ordres qui a été condamné. Vous le savez, oui. Vous connaissez M. Kellior aussi bien que moi. Depuis quand il laisse quelqu'un d'autre décider à sa place? Non, vous, il a décidé et vous avez la quantité de terre qui avait été demandée a été multipliée par 3 ou 4. Donc ça prouve bien que c'est M. Kellior qui a Ça veut dire que le policier municipal qui était de mèche avec le monsieur qui transportait les terres, il a été condamné, madame. Merci, madame. Il a été condamné. S'il vous plaît, il y a des gens. Pas de M. Courtois là. Je parle à monsieur Courtois, je ne parle ni à madame Quignon, ni à vous. Je suis en train de vous dire, monsieur Courtois, que ce policier, il a été condamné parce qu'il était complice. Et donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous ne saviez pas ce qui se passait. Ça me prouve que vous continuez à croire ce que dit M. Kellior. Et ça, c'est grave. C'est la réalité. Ben non. Vraiment, il n'y a pas eu de condamnation d'un policier municipal. C'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été relaxé. Non, mais renseignez-vous. Et vos ordinateurs ont disparu aussi. Celui-là. Sont dans les valises. Les ordinateurs ont disparu. C'est dans les valises de whisky, c'est dans les valises de cartons de whisky et de vin. Ah, mais on a les photos, non? Mais les photos des grosses valises, avec des C'est valises. Ah, on a les photos. Hein. Oui, avec des cartes, avec des caisses de whisky et de vin. On peut voter. Qui est contre? Avec des caisses de whisky et de vin. On est contre. Abstention. La majorité.